Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les populations affectées par la réalisation du barrage de Samandeni donnent de la voix. Elles ont organisé une marche ce matin pour demander l'augmentation des indemnisations servies par le PEDIS, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni. Les ministres Simon Compaoré de la Sécurité et Maurice Bonané de l'Habitat sur le site des logements sociaux de Basenko, les deux membres de l'exécutif ont promis aux résidents un CSPS et un commissariat de police dans 10 jours. Faire pousser son riz et élever le poisson qui va l'accompagner dans le même périmètre irrigué, cela est désormais possible. Les producteurs de la vallée du Sourou en ont fait l'expérience. La nouvelle technique est dénommée rizipiculture. Et puis en Libye, plus de 2 millions de personnes sont en détresse et ont besoin d'aide humanitaire. L'ONU ne dispose que de 4% des fonds nécessaires pour faire face à la situation. La violence entre les groupes armés fait rage, une situation qui rend encore plus compliquées les actions humanitaires. Les populations affectées par la construction du barrage de Samandeni ont marché ce jeudi. Elles réclament la révalorisation des indemnisations et la construction d'infrastructures socio-éducatives. Elles s'insurgent également contre la mise en eau du barrage prévu pour juin 2016. Des précisions avec Betty Bienaon et Christine Koulibaly. Partis de la place Tiefo à Moro, ces marcheurs mettent le cap sur le gouvernorat des Hauts-Bassins. Eux, ce sont les populations affectées par la construction du barrage de Samandeni. Réunies au sein d'un cadre de concertation, elles veulent interpeller les autorités sur ce qu'elles qualifient d'injustice dont sont victimes les 17 villages touchés par ce barrage. Comment pouvez-vous comprendre qu'à Donsin et à Bagré, on paye un manguier à 84 000 francs et chez nous, ici, on paye le manguier à 8 625. Comment pouvez-vous comprendre qu'à Donsin, on paye les arbres lignés tels que les manguiers, et les carités, les nérés, alors que chez nous, on ne paye pas. Qu'à Bagré, on paye un oranger à 152 000 francs, alors que dans le projet de barrage de Samandeni, on indemnise le même arbre à 6 500. Donc voilà un ensemble de choses qui nous démontrent que nous avons été exploités, nous avons été spoliés et nous nous insurgeons contre cela. Après avoir sillonné quelques artères de la ville de Sia, les marcheurs sont au gouvernorat. Là, ils remettent un message aux autorités. Je voudrais à ce titre-là prendre acte de ce que nous avons tous entendu comme étant des doléances des populations affectées par la réalisation de ce grand projet-là. Je voudrais simplement vous rassurer que votre message sera transmis fidèlement à qui de droit. La mise en eau du barrage de Samandeni est prévue pour juin 2016. Une mise en eau que les populations riveraines qualifient de précipitée. Le centre de santé et de promotion sociale, la CSPS, et le commissariat de police de Basenko seront fonctionnels dans une dizaine de jours. Promesse du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, et du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Maurice Dieudonné Bonané. Les deux membres du gouvernement ont effectué une visite sur le site. Ils ont également échangé avec les habitants de la cité et les populations déplacées qui réclament des parcelles en guise de dédommagement. Le point avec Mokhtar Ouedraogo et Aruna Mari. Bonheurville, ce quartier situé dans le 7e arrondissement de la ville de Ouagadougou est confronté au problème de voirie en saison des pluies selon ses résidents. Pour y remédier, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonané, est venu échanger avec la population. Les aménagements ont été pratiquement faits dans le lit du Marigot. Le travail de construction d'un certain nombre d'ouvrages tels que la voirie primaire, les ouvrages de drainage d'eau pluviale, ce qui rend ce travail très difficile. Nous allons donc envoyer des équipes de techniciens pour faire le point. Mais avant, le ministre Bonané était d'abord à Basenko, un site de construction de logements sociaux et économiques. Là, en compagnie du ministre d'État Simon Compaoré, ils ont pu se faire une idée de la situation de ce projet. Ici, résidents et communautés concernées par la zone du projet soumettent des doléances.
Nous voulons que l'État qui dépossède à jamais nos populations puisse leur servir des parcelles pour que ces gens-là définitivement quittent les lieux. En gros, c'est surtout l'accessibilité, la sécurité, l'éclairage et puis voilà. En gros, c'est ce qui est beaucoup plus primordial, quoi. Maintenant, le reste, bon, ça peut venir après. Séance tenante, des solutions sont annoncées. Le dispensaire doit être fonctionnel dans 10 jours et normalement, la sécurité doit être là aussi dans les 10 jours qui suivent. Là, si les villages ont les commodités nécessaires pour permettre à la police de faire son travail. Le ministre Bonane a laissé entendre que le projet Basenko sera bientôt placé sous la tutelle d'un coordonnateur. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, prépare les élections municipales du 22 mai prochain. Le président de la commission a rencontré ce matin les forces vives de la région du centre. Barthélémy Kéré a expliqué les dispositions prises par son institution pour la bonne tenue de ces élections, notamment le réajustement du fichier électoral. Yacouba Gamene, Monkundabiri. Barthélémy Kéré face aux forces vives de la région du centre. Le président de la CENI et par ailleurs commissaire en charge de cette région a échangé avec ses acteurs sur les nouvelles dispositions prises par l'institution pour les élections municipales du 22 mai prochain. Pour ce scrutin, la CENI veut procéder à un réajustement du fichier électoral en vue de répondre à certaines exigences. Il y a un certain nombre d'électeurs dont les cartes d'électeurs, le numéro qui porte sur la carte, qui figure sur la carte d'électeur, comprend une discordance avec ce qui est sur le fichier électoral. Ça nous a été effectivement relevé pendant les élections de 2012, ce qui prouve que en fait, ces électeurs-là n'ont pas fait attention au moment où on a publié la liste provisoire pour faire la rectification. Donc ça, nous avons pris la responsabilité dès à présent là, de voir avec eux qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir faire ce réajustement-là. À la lumière de ces échanges et pour un bon déroulement du processus, une équipe d'appui sera mise en place au niveau des démembrements de la CENI pour les besoins d'information. Nous avons créé des cadres d'appui au niveau de chaque arrondissement. Pour l'arrondissement 3, l'arrondissement 4, l'arrondissement 11, nous avons prévu même 2 cadres d'appui qui vont effectivement assister les présidents et les membres des démembrements au quotidien. D'abord sur la question des formations des membres du démembrement pour la réception des dossiers de candidature. La réception des dossiers de candidature dans les démembrements est prévue du 4 au 13 mars. La publication de la liste électorale provisoire est quant à elle prévue pour le 22 mars. Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site de la CENI et dans ses différents démembrements. Les députés du groupe parlementaire MPP réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour remporter les élections municipales du 22 mai 2016. Les questions sécuritaires sont également au menu des travaux des premières journées parlementaires qui se tiennent à Koudougou. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Olopoda. Le mouvement du peuple pour le progrès affûte ses armes pour réussir les élections municipales à venir. Un enjeu majeur pour le parti au pouvoir qui envisage optimiser la mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso dans un contexte marqué par un marasme économique et une dégradation de la donne sécuritaire. Vous savez que les populations à la base, c'est elles qui font le développement. Il est de notre devoir, en tout cas en tant que parti, au pouvoir de travailler de telle sorte qu'au niveau des élections locales, nous puissions quand même remporter un certain nombre de sièges, un certain nombre de mairies, de façon à pouvoir mettre en œuvre le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le groupe parlementaire MPP compte ici déployer une réflexion sur la mobilisation des ressources financières nécessaires au financement du programme présidentiel. Le phénomène de l'insécurité au Burkina Faso et la place de la jeunesse dans les élections municipales n'ont pas été occultés. Au niveau des municipalités, où c'est des élections de proximité, la jeunesse pourra effectivement contribuer, pas seulement pour la question sécuritaire, mais également pour le développement. Parce que les aspirations des jeunes, quand c'est des jeunes même qui sont au niveau des instances de décision, nous pensons qu'on va plus répondre. Les élections couplées du 29 novembre 2015 qui ont vu la victoire du MPP ont permis un retour à l'ordre constitutionnel normal. Une étape qui doit être parachevée par les municipales du 22 mai prochain.
Et pour le MPP, ces journées parlementaires visent à outiller les députés pour une synergie d'action afin d'appuyer la construction d'un Burkina de paix et de développement durable. Le National Democratic Institute et les partis politiques qui ont pris part aux élections couplées du 29 novembre dernier font le bilan du processus électoral qui a abouti à l'élection du président du Faso et des députés de la 7e législature. Les échanges ont débuté aujourd'hui et portent aussi sur le rôle et la responsabilité des partis politiques dans le processus électoral. Souleymane Sanou, Lazare Pouya. C'est à la suite de la société civile, il y a quelques semaines, que National Democratic Institute rencontre les représentants des partis politiques au processus électoral de novembre 2015. Cette fois, il s'agit de faire le bilan de leur participation, tirer les leçons et mener la réflexion pour identifier les bonnes pratiques et les pistes d'amélioration. Nous avons vécu des élections très importantes, saluées de par le monde, et les partis politiques ont été les acteurs les plus importants de ce processus. Et très souvent, dès qu'on finit les élections, on passe aux élus et on oublie les cadres qui ont organisé ces élections. Or, ce sont ces cadres qui vont devoir tirer les leçons et améliorer leur participation au processus futur. Le but de cet exercice est de leur donner l'opportunité d'améliorer leur participation au processus électoral futur. L'ambassade du Royaume du Danemark, l'USAID, la Chine, Taïwan, la Suisse et la Suède sont autant de partenaires qui soutiennent cette initiative. C'est-à-dire que nous avons appuyé ne pas seulement les élections en 2015, mais aussi en 2012. Donc c'est clair que nous sommes très heureux de aussi être associés avec les élections couplées de 2015. Et nous avons eu des très bonnes collaborations avec les sociétés civiles, et dans ce cadre aussi le parti politique, et comme avec le CENI, les autres institutions. Ces représentants des partis politiques ont donc 2 jours pour partager ce qui mérite de l'être pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Après la présidence hier, le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, était à la primature ce matin. Il a fait au Premier ministre le point des actions engagées pour lutter contre le terrorisme. Paul Kabatieba a aussi reçu le directeur des opérations du groupe Total pour l'Afrique de l'Ouest, le point des audiences avec Amadou Ilboudo et Aimé Solange Guigma. À la primature ce matin, le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu en premier lieu une délégation du groupe Total pour l'Afrique de l'Ouest. Ada Eze et ses collaborateurs sont venus parler de leur projet d'investissement pour le Burkina et traduire leur engagement à travailler pour offrir des services de qualité à la population. Total est présent dans le pays depuis plusieurs années. Et donc voilà, on est là, on travaille pour développer le secteur, amener l'énergie proche des gens, du marché, innover, améliorer la qualité de nos services, voilà, et de continuer à travailler dans le pays, impacter positivement la vie des gens. Avec le haut représentant de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, reçu en deuxième lieu, il a été question des activités de l'Union dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali et dans le Sahel. Au Mali, nous avons accompagné le processus de sortie de crise là-bas. Au niveau du Sahel, nous avons, je pourrais dire, 2 priorités. La première priorité, c'est la promotion de la sécurité collective, basée essentiellement sur la lutte contre le terrorisme. Ensuite, ce que nous appelons la coordination des stratégies Sahel des organisations internationales. La 4e édition du Forum Africalia s'est ouverte aujourd'hui à Ouagadougou. Organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Africalia est une opportunité de rencontre entre chefs d'entreprise et hommes d'affaires. Plus de 400 participants prennent part à l'édition 2016, l'ouverture du forum avec Bouma Ernest Nébier. Et de 4, Africalia au Burkina, le Forum ouest-africain de développement des entreprises. C'est une 4e édition qui a pour objectif de permettre aux entreprises de la sous-région et celles du monde de se connaître et de nouer des partenariats fructueux.
Vous savez bien que les autorités du Burkina Faso ont placé le secteur privé au cœur du développement économique de notre pays. Donc c'est le secteur privé qui est le moteur du développement économique. Et mettre les hommes d'affaires en relation pour qu'ils tissent des partenariats et fassent augmenter l'investissement, c'est ça qui fait marcher l'économie. Un événement majeur qui se tient après les attentats terroristes survenus au Burkina. Des événements douloureux qui avaient fragilisé les activités du monde des affaires. Et ce forum, selon le Premier ministre, va contribuer à redonner confiance aux investisseurs au Burkina. Quand un investisseur veut venir prendre des intérêts dans un pays, il regarde est-ce que c'est facile de faire des affaires? Est-ce que la justice fonctionne très bien? Est-ce que si vous avez un contentieux avec quelqu'un, on peut récupérer ou la justice voilà, c'est tout ça. Donc il y a un ensemble de mesures sur lesquelles nous allons travailler pour faire en sorte que nous progressions rapidement au niveau de l'environnement des affaires pour attirer les capitaux étrangers. L'autre axe, c'est quoi? C'est le coût des facteurs de production. Il faut que, par exemple, c'est l'énergie. Nous avons un coût de l'énergie qui est trop élevé. Hein? Comme j'ai indiqué les chiffres, nous sommes dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les pays là où le coût de l'énergie électrique est le plus élevé. Ce n'est pas normal. À ce rendez-vous du monde des affaires, 441 participants représentant 374 entreprises venant de 23 pays d'Afrique et du reste du monde. Au menu de ce forum, des conférences, des rencontres B2B et la création d'un village de spécialistes en commerce, une tribune dont l'objectif est de permettre aux participants de Africalia de bénéficier des conseils et de l'expérience de ces spécialistes. Des cadres de l'administration financière ont achevé une formation sur les techniques d'évaluation du développement. La session de renforcement des capacités a été assurée par l'École nationale des régies financières ENAREF et l'École nationale d'administration publique du Canada. Mokhtar Ouedraogo, Estelle Judith Assokba. 27 cadres en charge des questions d'évaluation, d'exécution et de conception des problèmes de développement, désormais outillés pour mener à bien les projets et programmes de développement. 2 semaines, c'est le temps qu'il a fallu aux participants de mettre en pratique les concepts théoriques relatifs aux enjeux actuels de l'évaluation du développement, la gestion de l'évaluation, la méthode de collecte et d'analyse de données. Cette formation nous donne la capacité de pouvoir également suivre les évaluations que nous aurons à confier à des consultants, à des experts, afin d'apporter les correctifs qui sied. Une formation aujourd'hui plus que nécessaire, eu égard à une insuffisance de personnes ressources. La structure initiatrice a fait appel à l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada pour dispenser la formation. Aujourd'hui, les plus grands modèles de développement, ceux qui sont les plus efficaces, viennent donc de ce continent-là. Nous avons pensé qu'il était utile donc de nous associer à une école de renommée internationale, l'ENAP. Les 27 bénéficiaires devront à leur tour partager les connaissances acquises à leurs collaborateurs. L'objectif à terme, c'est d'avoir des personnes ressources en quantité, toute chose qui va réduire le temps d'évaluation d'un programme. Le fonctionnement des directions de la communication des différents ministères, objet d'échange entre le ministre de la Communication et les directeurs. Les DCPM ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le ministre Dandinou, sa vision des directions de la communication et de la presse ministérielle. Le point avec Amadou Ilboudo et Draman Dadian. Problèmes de coordination, rétention de l'information et l'insuffisance des ressources sont entre autres difficultés rencontrées par les directions de la communication et de la presse ministérielle. Ce cadre d'échange est donc une aubaine pour en parler. Malheureusement, dans les ministères, il se trouve que par méconnaissance, je veux bien croire que c'est par méconnaissance, on réduit les directeurs de communication à la couverture, à créer les occasions de rencontres avec la presse. On réclame seulement des ministres de donner les moyens aussi pour travailler. Pour le ministre de la Communication, il faut travailler à dynamiser les DCPM pour le rayonnement de la communication gouvernementale. De par la lettre de mission qui nous a été assignée par le Premier ministre, que la communication gouvernementale porte mieux les exigences et les aspirations de notre peuple
mais porte mieux également le programme que le président Roch Marc Christian Kaboré a prévu de mettre en œuvre. Donc à ce niveau-là, nous avons décidé de rencontrer les DCPM pour qu'on puisse définir ensemble une stratégie afin que cette communication gouvernementale aille dans le même sens. Ces directeurs de la communication et de la presse ministérielle espèrent donc que leurs préoccupations seront prises en compte, ce qui permettra à chacun d'entre eux de jouer pleinement sa partition. Produire du riz et du poisson sur le même périmètre irrigué, cela s'appelle de la rizipiculture. L'expérimentation faite dans la vallée du Sourou a donné des résultats satisfaisants. Les producteurs sont intéressés par cette pratique qui contribue doublement à lutter contre la pauvreté. Bakary Seri, Karim Ouedraogo et Paul Savado. Le poisson est une denrée qui se fait de plus en plus rare dans le Sourou. La rizipisciculture, qui est en état d'expérimentation, vise à promouvoir la pisciculture en associant la riziculture. Cette nouvelle technologie, en plus de minimiser le coût de production, va contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et générer des revenus aux producteurs. Le producteur va faire moins d'apport en intrants au niveau de sa rizière pour pouvoir assurer une meilleure production. Aussi, le poisson va pouvoir bénéficier des vers et des micro-organismes qui sont au niveau de la rizière pour se nourrir. Et du coup, ça veut dire que l'aliment qu'on va apporter au poisson sera réduit. Ce projet du gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, est venu appuyer une idée des acteurs. La rizipisciculture va aussi contribuer à la création d'emplois pour la jeunesse. Les acteurs en essai qui n'attendent que l'appui du gouvernement pour se donner à fond dans cette activité emploient déjà du personnel. On emploie des gens, par exemple au niveau du labour, on peut employer des gens qui vont venir labourer la parcelle. Au niveau du répiquage, on emploie des gens. Au niveau du fauchage, c'est la même chose. 0,25, on peut facilement récolter 1 tonne 400 à 1 tonne 500. Donc, alors que le poisson, ce qu'on a déjà récolté, va dans les 57 kilos. On veut des soutiens pour pouvoir améliorer notre activité. Sinon, c'est l'activité qui me plaît beaucoup. Ça, je ne doute même pas à dire ça. Je vais me lancer beaucoup dedans. Les promoteurs de la rizipisciculture n'ont pas attendu février 2017, la fin de ce projet de 2 ans, pour constater sa faisabilité dans la plaine aménagée du Sourou. Après un bilan à mi-parcours, cette activité est techniquement faisable. Vous avez pu constater sur les sites que des poissons qu'on avait mis autour de 30 grammes au mois de septembre ont atteint 100 grammes actuellement, sans de gros investissements au départ. La rizipisciculture promet donc jouer un grand rôle dans le développement de la région. Elle sera aussi pratiquée dans les vallées du Kou et des Bagré les années à venir. 25 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Mendicité, prostitution, mariage forcé, enfants de la rue, les violations des droits des enfants sont légion. Les acteurs intervenant dans la protection des enfants sont réunis à Ouagadougou pour faire le bilan de la mise en œuvre de cette convention. Kwale Nebié et Zalissa Sanfo. Voici 25 ans que la communauté internationale a fait la promesse à tous les enfants de les protéger, de promouvoir leurs droits à travers l'adoption de la Convention des droits de l'enfant CDE. Le Burkina Faso y a souscrit entièrement, mais l'acte a-t-il suivi la parole? C'est l'heure du bilan pour les différents acteurs. Un certain nombre de progrès, la mortalité infantile, l'éducation primaire, le taux d'excision pour les plus jeunes. Il y a eu certaines avancées qui sont très importantes. Des améliorations certes, mais la situation des enfants du Burkina Faso n'est pas des plus reluisantes. Les problèmes majeurs des enfants, les enfants sont très vulnérables, très exposés à toutes les dérives de la société, la prostitution, l'analphabétisme et bien sûr toutes les formes de violence possibles. Et pour intensifier la lutte, aboutir à zéro violence faite à ceux que l'on qualifie de devenir de la nation, un Conseil national pour l'enfance vient d'être installé. Il est composé de 78 membres.
La situation humanitaire en Libye se dégrade davantage. Le pays est déchiré par la guerre entre les groupes rivaux. Selon l'ONU, plus de 2,4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans l'immédiat. La situation en Libye devient chaque jour plus difficile, particulièrement sur le plan humanitaire. L'instabilité politique affecte la vie quotidienne de millions de Libyens. Deux gouvernements se partagent le pouvoir, l'un à Tripoli, l'autre à Tobrouk, et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU est encore et toujours reportée. Les violences entre factions armées et la montée en puissance de l'État islamique ajoutent à la détresse des populations. Il y a 2 400 000 personnes, Libyens et étrangers, qui ont besoin d'une aide humanitaire immédiate en Libye. Les Nations Unies estiment qu'elles peuvent répondre à 1 300 000 d'entre eux. Le vrai problème auquel nous faisons face aujourd'hui est le manque de ressources financières pour résoudre la question humanitaire. Aujourd'hui, nous avons à disposition seulement 4% de l'argent nécessaire. 250 000 réfugiés seraient piégés dans ce pays de 6 millions d'habitants, soumis à une violence quotidienne. Une violence qu'ils ont fui en Syrie la plupart du temps. Vulnérables, ils sont parfois ici victimes de vols, d'enlèvements ou de travail forcé. La grève entamée par les magistrats et le mouvement mené par les artistes musiciens pour une plus grande présence de leur œuvre dans les médias publics et privés, c'est la revue de presse et c'est signé Sibidi Issa Lankwande. Ils l'ont annoncé, ils y sont allés. Les magistrats dans leur ensemble ont déserté bureaux et prétoires pour répondre au mot d'ordre de grève de leur syndicat. Les magistrats réclament à l'État l'application des textes relatifs au statut de la magistrature adoptés pendant la transition. Taux de participation de 98 à 100% annonce l'intersyndicale dans les colonnes des dernières nouvelles du Faso. L'appel a été entendu, affiche aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga constate un palais de justice quasi désert à Ouagadougou, la preuve par l'image que le mouvement est bien suivi avec des reports d'audience. Côté gouvernement, la réaction est à la tempérance, même si l'on ne s'explique pas l'opportunité de cette grève. Le ministre Bagoro se dit disposé à la négociation, mais pas question de faire des déclarations démagogiques, s'explique-t-il dans le quotidien d'État Sidoaya. Et pour faire face à la situation qui s'annonce longue, le gouvernement compte réquisitionner des magistrats pour assurer la continuité. En tout cas, cette grève est perçue par l'Express du Faso comme une fin de grâce pour le président Roch. Passé l'investiture, les fronts sociaux s'ouvrent car les Burkinabés veulent une amélioration rapide de leurs conditions de vie et de subsistance et ça urge, pointe le journal. L'autre front social est celui ouvert par les artistes musiciens burkinabés. Ils réclament une bien meilleure place de leur art dans les médias. Dans un mémorandum, ces artistes réunis au sein de la CORABF exigent un quota de 90% de part de diffusion de leur musique dans les médias burkinabés. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 22h15 et vous avez rendez-vous avec Ruth Bini Ouattara.